a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode dans lequel je reçois Mathilde. Il y a quelques temps, Mathilde m'a laissé un message via l'outil SpeakPipe, que vous connaissez sûrement si vous écoutez mon podcast, puisque c'est un outil qui permet en fait d'interagir directement en audio et de pouvoir poser un témoignage, poser une question et qu'on puisse échanger ensemble et que je puisse répondre dans le podcast. Je trouve que c'est un outil très très intéressant et en l'occurrence Mathilde l'a utilisé pour un petit peu amener son expérience et son ressenti au niveau de sa maternité et en tout cas de son désir de grossesse pour sa première grossesse. Alors je vous laisse aller écouter si vous le souhaitez l'épisode réponse à Mathilde que j'avais fait où j'avais mis son témoignage original. Alors forcément j'ai pas fait de réponse à ce moment-là puisque comme vous le comprenez aujourd'hui, en fait on va pouvoir écouter toute son histoire dans cet épisode. Alors Mathilde, il se trouve qu'elle est maman de 3 enfants maintenant, et qui sont instruits en famille, et la naissance de ce premier enfant, en fait, n'était pas recherchée, n'était pas quelque chose de désiré. Ça arrivait un petit peu comme ça dans sa vie, à une époque où, comme elle va nous le raconter, elle était plutôt... c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment, et même, limite, elle militait auprès de son entourage pour que tout le monde prenne bien ses précautions. Sauf qu'en fait, ça lui est tombé dessus. Et donc, on part de ce principe-là, de voir comment est-ce qu'elle a vécu ce moment-là, que ce soit elle-même, avec sa famille, avec le père de l'enfant, et bien de comment ensuite elle a évolué, comment est-ce qu'ils ont évolué, jusqu'à arriver de cette situation avec 3 enfants en instruction en famille. Ma première question, en fait, que je vais lui poser, parce que, juste pour que tout le monde soit clair, en tout cas qu'on ait sa vision à elle, c'est quoi ne pas désirer un enfant ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, ne pas désirer un enfant, c'est... ne pas attendre que cet enfant déjà arrive dans sa vie et ne pas savoir quoi faire au moment où on apprend que cet enfant est là dans son corps, en fait. D'accord. Et pour toi, ça s'est passé comment alors ? Moi, j'étais étudiante et je rêvais de carrière à l'international et je ne voulais surtout pas m'attacher à quelqu'un. Donc, je profitais de ma vie et il se trouve que j'ai rencontré un garçon juste avant de partir pour 1 an en Angleterre. Il s'est passé ce qui s'est passé, voilà, et puis je suis repartie en Angleterre. Sauf que j'avais un petit clandestin avec moi, parce que la contraception n'a pas fonctionné. Et ça, je l'ai découvert 5 mois plus tard. Donc j'étais en Angleterre, j'avais 20 ans. J'étais étudiante en dernière année d'école de commerce. Et là, je me retrouve à faire un test de grossesse. Donc au début, je me dis, ça date d'il y a pas très longtemps. Et puis, on fait des tests plus poussés en Angleterre, et puis... je me rends compte que je suis enceinte de 5 mois. 5 mois ? Ah oui. 5 mois. Ah oui, non, mais c'est Voilà. que tu l'as appris sur le tard, en plus. Oui, je l'ai appris sur le tard, et pour la petite histoire, quand je suis sortie de l'échographie en Angleterre, quand je suis rentrée, mon ventre était plat. Quand je suis sortie, je ne pouvais plus fermer les boutons de mon pantalon. Voilà, mon ventre a grossi en une demi-heure. Voilà. C'est-à-dire que ton corps, je pense que c'est une réaction de ton corps du fait d'avoir appris la nouvelle qui a Exactement. libéré... En fait, quand on fait une échographie à 5 mois, on voit un bébé. C'est-à-dire que moi, j'ai vu mon bébé. Et en fait, là, ça a été... j'ai reçu une vague d'amour à laquelle je ne m'attendais pas. Parce que au début, j'avais pris la décision de ne pas garder cet enfant-là. Et quand j'ai vu que c'était un petit bébé de 5 mois, sachant qu'en Angleterre, on peut avorter jusqu'à 6 mois, j'ai pas pu. Et ça s'explique pas, mais j'ai reçu une vague d'amour terrible. Et je suis sortie vite. Et puis là, mon ventre a grossi et a complètement accepté cette nouvelle et ce que cela impliquait ensuite. Alors, j'ai plusieurs questions là qui me viennent. La première qui est un petit peu intime, mais donc n'hésite pas à dire si tu ne souhaites pas y répondre. Ouais. Mais tu dis la contraception n'a pas marché. C'était quoi ? C'était un préservatif, une contraception hormonale, un stérilet ? Une contraception hormonale. Je prenais la pilule, et alors j'étais très régulière parce que c'est la pilule, il faut la prendre de manière très régulière, à horaire fixe. Moi, tu vois, j'avais tellement peur de tomber enceinte parce que vraiment, je ne voulais pas d'enfant. Je n'en voulais pas du tout. Je pensais même pas en avoir un jour. Je voulais pas d'enfant. Je retenais même l'heure de prise de pilule de mes amis pour leur dire de ne pas oublier. Je leur faisais la morale quand elles ne prenaient pas la bonne heure. Donc quand je suis tombée enceinte, toutes mes copines se sont mises à passer des tests de grossesse. T'étais un peu la pote chienne quand même sur un sujet en plus, tu vois. Exactement, voilà. Ok. Non, mais pour dire que voilà, c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur, puis finalement, c'est tombé sur moi. C'est dingue parce que
de ce que tu dis, t'étais vraiment la personne qui ne voulait pas que ça lui arrive, quoi. Ah ouais, exactement. Je voulais pas que ça m'arrive parce que je voulais vraiment faire une carrière et partir à l'étranger et voyager et profiter de ma vie, quoi. Et de mon corps librement. J'y reviendrai juste après sur ce que tu viens de dire là. D'abord, j'ai une autre question qui m'est venue en t'écoutant. Du coup, si je comprends bien, quand tu rentres dans cet établissement en Angleterre, tu sais que tu y vas pour un doute sur une grossesse, quoi, c'est ça? Alors j'ai déjà fait mon test de grossesse urinaire là chez une infirmière qui ensuite m'envoie faire une échographie pour dater la grossesse. Voilà. D'accord, ok, donc on est vraiment déjà sur de la datation. Et donc tu rentres là-dedans en te disant, je vais m'en débarrasser. Alors je vais dater la grossesse et ensuite je vais demander à avorter. Et là donc du coup je passe l'échographie, j'ai cette vague d'amour, je suis complètement chamboulée. Et ensuite on me passe dans une petite salle et on me dit bah écoutez voilà. En Angleterre, on peut avorter jusqu'à 6 mois, mais c'est pas dans cet établissement-là. Et puis là, je dis non. Non. Non, je peux pas. Et je cours pas dans les couloirs, mais presque. Je pars avec mon bébé et puis j'ai le ventre qui grossit et dans le taxi, je peux plus fermer mon bouton. Tu parles d'une vague d'amour. Quelle sensation tu ressens exactement? Ça t'a pris où? Ça t'a pris à la poitrine, au ventre, ou peut-être que c'est une vague qui part du ventre. C'est une vague qui est partie du ventre, une vague de chaleur. Et j'ai le cœur qui bat à fond. Je tremble et puis en fait, j'ai le sourire, je suis heureuse. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et c'est comme si j'avais trouvé un sens à ma vie à ce moment-là, en voyant ce bébé-là. Avant de reprendre un peu la chronologie, on va faire une petite pause ici. Je voulais juste te demander, tu disais que tu voulais faire une carrière. Pour toi, le fait d'avoir des enfants, c'était ne pas pouvoir faire de carrière? Ah bah, exactement, tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, avoir des enfants, c'était s'attacher un boulet au pied. C'est-à-dire que pour moi, je pensais ne pas pouvoir faire de carrière parce que déjà il fallait que mon corps change, se modifie. Porter un enfant, ça me dégoûtait. Je sais que mes mots peuvent choquer, mais vraiment, c'était du dégoût profond. Et ça allait m'empêcher de voyager, de faire ce que je voulais quand je le voulais. Ok, et ce fut le cas, du coup? Pas du tout, au contraire, ça m'a donné des ailes. Donc, On y reviendra juste après. Donc, ouais, t'avais vraiment cette position-là. Est-ce que tu sais d'où elle vient, cette position, du coup? C'était quoi? Parce que, est-ce que tu penses... Moi, je peux pas m'empêcher de me dire que, tu vois, chez les mecs, alors, on va parler de façon binaire et hétéronormative, mais chez les mecs, en fait, le fait d'avoir des enfants, c'est pas forcément, tu vois, une vision de frein de carrière, même quand on veut être grand reporter ou quoi. Voilà. Est-ce que vraiment, selon toi, il y a une construction aussi autour de ta féminité, du fait d'être une femme qui est venue te dire non, mais l'enfant, c'est juste pas possible, en fait, si je veux faire une carrière? sans doute, oui, parce que mine de rien, que ça soit dans mon entourage personnel ou professionnel, celles qui ralentissaient leur rythme professionnel, c'était nécessairement les femmes. Celles qui faisaient les courses, celles qui faisaient la cuisine, c'était les femmes aussi. Et ça, je n'en voulais pas. Et dans les stages que j'ai pu faire pendant mon école de commerce, j'ai vu les mamans, mes collègues, être stressées, être pressées. Et je voyais que l'attitude n'était pas du tout la même que leurs collègues masculins au travail et que leur productivité était vraiment impactée. Pas dans le sens où elles étaient moins productives, mais qu'elles devaient être plus productives en moins de temps que les hommes. Et je m'étais dit, mais pourquoi s'infliger ça? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas elle qui se l'infligeait à elle-même, c'était le fait, du coup, d'être mère et d'avoir cette vision-là aussi du rôle de mère. Voilà, c'était aussi en partie leur vision, et je pourrais pas dire la part qui leur était imposée, de la part qu'elle s'imposait elle-même. Voilà. Et ça, j'en voulais pas. Oui, de toute façon, c'est quelque chose qui est culturel. Tu Oui. vois. Donc, c'est la même question que l'œuf ou la poule, tu vois. C'est qu'à un moment, oui, on reproduit le schéma, oui, on pourrait faire le choix de pas les produire, mais bon, quand toute la société te dit que tu dois reproduire le schéma, c'est pas évident. En tout cas, ça t'a amené, toi, à vraiment ne pas vouloir d'enfant. Et donc, tu te retrouves enceinte de 5 mois, dans ce taxi où tu ne peux plus fermer ton bouton. Et là, comment ça se passe, en fait? Tu contactes le père. Alors, question bête, mais est-ce que tu es sûr de qui est le père? Est-ce que tu as ces questions-là qui se posent? Est-ce que tu contactes tes parents? J'ai plein de questions en une seule, en fait, là, tu vois. Ouais, mais c'est très bien parce que c'est la suite logique de ce qui se passe après le taxi, une fois que je rentre dans mon logement étudiant. Là, j'envoie un SMS à ma mère et je lui dis, écoute, on se fait un petit Skype ce soir parce que j'ai quelque chose à te dire. Bon, c'est pas urgent, mais c'est important. Et le père, j'ai su qui c'était grâce à la datation, parce que ça m'a permis de savoir, voilà, et puis
C'était sur la période de l'été, donc j'avais que cette personne-là cet été-là. Et je lui envoie le même SMS. Bon, il faut qu'on se parle, on se fait un petit Skype. C'est pas urgent, mais c'est important. J'aime beaucoup cette phrase. Ma mère l'a beaucoup retenue. Le hasard fait que on fait un Skype et c'est avec ma maman que j'arrive en premier au Skype. C'est elle que j'ai en premier sur le Skype. Et puis là, on est assis. Donc elle ne voit que ma tête. Et puis je me lève et je me mets de profil. Et là, elle décroche sa mâchoire et elle me fait « J'ai loupé un épisode ». Et là, tout de suite, j'ai le soutien inconditionnel de ma mère qui me dit « Mais de toute façon, on est là. C'est beau ce que tu fais, Mathilde. » Elle me dit « Tu vas donner la vie. » Et cette phrase-là, je pense que elle a été très, très importante dans la construction de ma maternité ensuite. Parce que c'était la première fois que je disais que j'étais enceinte, que je le disais à voix haute. Donc du coup, ça ne m'appartenait plus, c'était réel. Et du coup, on a discuté. Puis après, j'ai eu le papa, qui est mon mari aujourd'hui. Et voilà, je lui dis écoute, je vais pas tourner autour du pot. Je suis enceinte de 5 mois et c'est une petite fille. Et moi, je m'attendais clairement à me faire jeter. Voilà, mais c'est pas grave. J'aurais assumé. Là. J'étais en mode combat, quoi. C'est bon, je vais trouver un job, c'est pas grave si je finis pas mes études. Voilà, j'avais même commencé à rechercher les appartements d'Angleterre. Je regardais les appartements dans ma région. Je commençais à chercher tout ce qu'il fallait, à me renseigner sur le sujet à fond. J'étais prête. J'étais combative, quoi. De toute façon, c'était bon, je le gardais, quoi qu'il arrive. Et mon papa, en fait, ma mère lui annonce après. Et j'étais pas là, mais elle me l'a décrit. Et elle m'a dit, en fait, il a juste pleuré de joie. Parce que c'était beau. Et en fait, mon père, il s'est pas du tout posé toutes les questions que ma mère a pu se poser en se disant, attends, ma fille, elle a 800 kilomètres, elle est dans un pays à l'étranger, toute seule, enceinte, elle est étudiante, toutes les questions qu'une mère se pose, même qu'un parent se pose. Mon père, il était juste heureux. Voilà. Et je pense que c'est la meilleure réaction qu'il ait pu avoir pour moi. Ouais, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça même un peu dingue. Enfin, un peu dingue, non. Pas dingue, mais normal en fait. Ça devrait être la norme d'avoir ce soutien inconditionnel de ses parents. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc du coup, t'es soutenu tout de suite par tes parents et le papa, enfin le futur papa, du coup. Le papa, une fois que j'ai prononcé la fameuse phrase, la première chose qu'il me demande, c'est comment tu te portes. Et en fait, cette question m'a complètement déstabilisée parce que vraiment, je m'attendais encore une fois à être jetée, quoi. Je m'attendais pas à ça. J'ai un petit peu bégayé parce que je m'étais moi-même pas posé la question. C'était tellement un flot d'informations et de chamboulements intenses, d'émotions, de changements physiques en quelques heures que je m'étais pas encore posé la question. Et puis tout de suite, on s'est dit que on allait. Il m'a dit qu'on l'avait fait ensemble cet enfant et que de toute façon on allait être deux, qu'on n'était pas ensemble dans le sens couple, mais qu'on était tous les deux parents. Ah, c'est une belle réaction, ça aussi, dis donc. Et il a quel âge, lui, à ce moment-là ? Il a 23 ans, presque 24. Et le lendemain, et je pense que c'est là que j'ai commencé à entrevoir un futur entre nous deux. Et il m'envoie un message pour me dire « Je suis désolée, j'espère que ma réaction ne t'a pas déçue. » Alors que moi, j'ai trouvé ça tellement génial, déjà, sa réaction, que je m'attendais pas à... Bah ouais. Voilà. Donc à ce moment-là, je suis heureuse et puis je commence à me projeter sur la suite. Une fois que c'est dit, maintenant il faut faire. Il y a plein de choses à régler, il y a plein de choses à appréhender, notamment mes études. Là, mon école de commerce me demande de redoubler et moi j'ai refusé. J'ai dit que j'avais passé mes examens, que j'allais déménager, que j'allais rentrer en France. Parce que t'es enceinte ? Parce que je suis enceinte. Voilà. Et c'est souvent ce qui est proposé, notamment aux étudiantes en médecine, parce que les études sont longues, donc quand il y a un désir d'enfant, on propose souvent des redoublements. Et moi j'ai refusé, j'ai dit que j'étais enceinte, mais ça ne m'empêchait pas d'être capable de passer mes examens, parce que j'avais quand même travaillé toute l'année. Donc je passe mes examens, et puis j'accouche 15 jours plus tard. Et tu les as eus, tes examens, ou... Haut la main. Haut la main, bon, très bien. Ouais.
J'ai juste dû décaler mon stage de fin d'année parce que j'ai accouché en juin, donc début juin, donc c'était compliqué de faire mon stage juste après. Donc j'ai commencé après mon stage en septembre. Et derrière, t'as poursuivi tes études? Alors derrière, j'ai eu une année très difficile parce que finalement mon corps a un petit peu lâché, beaucoup de choses, beaucoup de transformations. J'ai pris une année de pause que mes parents m'ont permis de prendre en me soutenant aussi financièrement, clairement. Puisqu'on a emménagé ensemble, j'ai fini mon stage, et puis j'ai eu un bébé qui ne dormait pas du tout. J'ai plusieurs questions avant de se parler de ce bébé qui dormait pas du tout. La première, c'est, du coup, tu rentres en France à la fin de tes examens, c'est ça? Oui. Et là, tu emménages avec le papa? Ouais. Pendant ce laps de temps, du coup, avec le papa, c'est quoi? Il vient te voir en Angleterre, vous vous voyez, et finalement, vous tombez amoureux? Comment ça se passe? En fait, j'avais prévu d'aller au ski, pour dire que je voulais vraiment, que c'était pas prévu, hein. J'avais prévu, donc je découvre ma grossesse en janvier, on est en janvier, et j'avais prévu d'aller au ski avec mes parents en février. Donc j'avais mes billets. Et au final, le papa nous a rejoints en vacances, et c'est là qu'il a rencontré du coup qui allait devenir ses beaux-parents. Et puis c'est là qu'on a beaucoup discuté sur le fait que on avait été ensemble pendant l'été, et que voilà, il y avait une alchimie qui faisait que on pouvait essayer d'être en couple. Mais surtout, il y a un point sur lequel j'ai beaucoup insisté, et c'était que je voulais être en couple pour moi, pas pour l'enfant. Je ne voulais surtout pas tomber là-dedans et m'enfermer. Donc on s'est dit qu'on allait essayer pour nous, et ça a été très difficile de faire comprendre à l'entourage, parce que beaucoup nous ont dit, ou ne nous croyaient pas, qu'on disait qu'on était en couple pour nous et pas pour l'enfant. Comment ça, il croyait pas? Si moi je me mettais en couple avec Alexandre, c'était forcément Alexandre, c'est mon mari. C'était forcément que j'avais besoin de me raccrocher à un homme pour survivre, sans doute, dans cette jungle, et que je ne pouvais pas faire autrement vu que j'avais un enfant avec lui. Et puis de toute façon, il y avait aussi ce poids-là aussi de se dire que la contraception qui n'avait pas fonctionné, ça venait de moi. Ah oui, d'accord, que c'était un coup calculé. Non, pas forcément, mais que du coup, comme j'étais forcément un petit peu fautive, parce que comme c'est moi qui porte la contraception et que c'est avec moi que ça n'a pas marché, je portais plus facilement et plus largement la faute de la contraception qu'Alexandre. Donc du coup, j'avais quand même besoin d'un peu d'aide de quelqu'un. Moi, ce que je comprends, c'est que dans certaines personnes de ton entourage, il y avait une incompréhension, enfin, il y avait plutôt une vision du fait que vous mettiez ensemble parce que t'étais enceinte. Ouais. Et pas pour tenter une vraie relation. Et que, quelque part, quand même, si t'étais tombée enceinte, c'était un peu de ta faute, quand même, quoi. Exactement. Voilà. Ouais. Moi, c'est ce que je comprends. En plus, t'es quand même, à la base, la chieuse qui vient dire à tout le monde qu'il faut prendre sa pilule à l'heure fixe, et si c'est là, qui peut peut-être donner des leçons à ce moment-là à ses amis. Clairement. Donc, t'as peut-être un petit retour de karma, de bâton Tout qui à fait. vient avec. Non, mais je le faisais avec bienveillance, parce que vraiment, je voulais pas que ça leur arrive, Ah oui, tu vois. Mais on peut être chiant avec beaucoup de bienveillance, tu sais. Exactement. Moi, ça m'arrive, hein. Et vous remarquerez quand même, petite parenthèse pour l'auditoire, vous remarquerez comment deux personnes peuvent parler l'une de l'autre dans des propos qui pourraient paraître jugeants alors que ça ne l'est pas, et qu'on peut très bien en rire. Voilà, petite parenthèse sur comment échanger sainement. Donc moi, c'est ça que j'entends, si tu veux, c'est qu'il y a ce petit côté-là. Moi, il y a une question quand même que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que justement, si tu veux, dans cette phase où tu as eu ces petits retours un petit peu irritants, est-ce qu'il y a eu un tri qui s'est fait dans les relations, dans les amis, ou est-ce que pareil, tes amis t'ont tous et toutes soutenu? Alors oui, clairement. Déjà, les relations avec l'école de commerce, moi j'étais la fille de honte, clairement. Ah, carrément de honte? Ah oui, tu sais, ça allait très loin, parce que j'étais en Angleterre avec un autre de mes camarades d'école de commerce, et ça allait jusqu'à essayer de me prendre en photo avec le ventre pour rigoler de ça. Rigoler de cette situation, voilà. Parce que déjà, c'était très peu accepté, le fait que je n'ai pas de partenaire que je puisse appeler mon copain, mon petit copain, mon conjoint, mon chéri, mon fiancé, ou quoi d'autre. J'ai une question fatalement. Est-ce que tu étais dans un établissement religieux, juste privé? Non, c'est juste c'est lié à la chambre de commerce, c'est une école de commerce classique. Voilà, donc avec ces gens-là, ça a été compliqué. Je n'allais pas faire carrière, donc les relations avec moi n'étaient plus aussi intéressantes. Et j'ai dû tout faire pour les éviter
éviter de les voir pour ne pas subir de moqueries et d'autres moments désagréables. Sinon, dans mes relations en termes d'amitié, oui, j'ai eu quelques personnes qui se sont dit mais c'est pas mon délire, allez hop, moi je veux pas m'en occuper. Et puis il y en a eu aussi d'autres qui constituent la majorité, qui nous ont vachement soutenus, qui ont été là, voilà, qui nous ont pourri gâtés pour la naissance et qui ont toujours été là pour nous aider dans les moments plus difficiles des premiers mois. Revenons-en à ce bébé qui est né. Déjà, elle naît et comment tu te sens toi à ce moment-là? Avant de parler de cette année horrible qui t'attend, comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que l'amour est resté là? Est-ce qu'il a grandi? Est-ce que finalement tu t'es dit c'est bof? J'ai la trouille. J'ai la grosse trouille parce que au-delà du bébé qu'il y avait dans mon ventre, là maintenant le bébé il est dans mes bras. Donc quand on me le pose sur le ventre, j'ai un moment de je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. J'ai été capable d'accoucher, mais là je suis plus capable. Et bon, ça revient très vite parce que grâce à ma maman, mon entourage, je prends la décision d'allaiter. Et ça a été une très bonne décision pour notre histoire, dans le sens où ça m'a permis vraiment de créer du lien. Et moi, je suis tombée amoureuse de mon bébé dans les 3-4 jours suivant la naissance. Je suis pas tombée amoureuse tout de suite. Je sais que ça peut prendre plus de temps. Voilà, c'est ça, c'est que ça, il y a des gens pour qui ça vient aussi plus tard. Voilà, c'est ça, c'est que il y a ce côté-là, c'est chouette d'avoir pu créer le lien, surtout pour une personne qui à la base, tu vois, sur un bébé qui à la base n'était pas désiré, en tout cas dans le projet, tu vois. Je trouve ça intéressant. Et donc cette première année, du coup, tu nous en parlais tout à l'heure, elle est très difficile. Il y a des gros sujets de sommeil, c'est ça? Ça va pas fort parce que pour moi, un bébé, ça dort, ça mange, on le change, on lui donne le bain, mais tout le reste n'existe pas. Donc la première année, je ne me sens pas mère, en fait. C'est mon bébé, mais je ne me sens pas mère. Je ne me sens pas maman et je l'aime terriblement, mais je ne sais pas quoi faire avec, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que, aller chez la nounou la journée. Moi, je suis à la maison la journée pour me reposer parce que, là, ma santé n'est pas au top. J'ai perdu beaucoup de poids. Et il faut vraiment que je me repose et que je me remplume. Et donc cette première année, elle est difficile parce que ce bébé ne dort pas, ce bébé hurle et je ne sais pas quoi faire. Et alors là, je ne suis pas aidée non plus par les professionnels de santé que je peux rencontrer, parce que à chaque fois que je vais chez ma médecin généraliste pour les consultations classiques, on me pose la même question qui appuie sur l'histoire. Vous êtes toujours avec le papa, mais vous savez qui est le papa? Encore une erreur de pilule, hein? En faisant un clin d'œil. Voilà. Des petits commentaires qui, ajoutés à une maman qui déjà se demande si elle est légitime d'être mère, là, te font comprendre clairement que c'est pas tout de suite que t'es légitime d'être maman, quoi. Et surtout que moi, ce qui m'interpelle, c'est que ça ne résout en rien le sujet du bébé qui pleure. Si, parce que Enfin, ça ne les concerne il n'y pas. a aucun rapport. Si. C'est la faute de la mère. En même temps, vous avez vu la mère qui se tape, ce pauvre bébé. Attends, si t'es en train de me dire qu'il y a des pros de santé qui t'ont dit, ou à minima fait comprendre, que si ta relation avec ton bébé, en tout cas s'il dormait pas, c'était peut-être dû à ta relation avec lui, parce que à la base, t'avais merdé. Exactement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais ça a été dit très clairement. Ça a été dit très clairement. Moi, j'ai un pédiatre qui m'a dit que de toute façon, les bébés nés comme ça, ils étaient en colère contre leur mère. Et en plus, c'est n'importe quoi, tu l'allaites, c'est ça Alors là, l'allaitement, je sais même pas en parler, hein, clairement. C'est-à-dire que tu n'as pas assez de lait, mais en même temps, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais. En gros, avant de se demander et de me demander comment je vais, on va prendre le détail de ma vie, de ce que je fais pour trouver où est l'erreur chez moi, mais pas voir la situation dans son ensemble. Et en fait, ça m'a beaucoup blessée, ça m'a beaucoup atteint le peu de confiance dans la maman que je voulais être, que j'avais, quoi. Donc, j'ai mis du temps à m'en sortir, parce que après avoir consulté des dizaines de professionnels, parce que ma fille se réveillait quand même en moyenne 6 à 7 fois par nuit en hurlant, je me suis rendu compte que finalement, ils avaient pas la réponse. Donc la réponse, c'était à moi de la chercher. Et sauf que, plutôt que de me dire qu'ils n'avaient pas les réponses, c'était plus facile de me dire que c'est moi qui avais un problème. Voilà.
Et tu l'as trouvé la réponse? Eh ben oui, au bout de 2 ans et demi, parce que ma fille a fait ses nuits à 2 ans et demi. J'ai été voir, en dernier recours, j'ai été voir une psychologue et moi j'y croyais pas du tout, hein. J'y croyais pas du tout, première séance, donc elle me demande l'histoire de Mila et puis elle parle à Mila et elle lui raconte son histoire, donc j'explique à la psychologue, puis ensuite la psychologue discute avec Mila, lui parle et le soir même, elle fait sa nuit complète. Donc là, je me dis: «Waouh, il y a un truc». 2e séance, elle fait une nuit sur 2 et 3e séance, elle fait ses nuits. Et en fait, c'était, une enfant qui avait très, très peur de l'abandon et je pense qu'elle a été marquée par ce choix que j'ai eu à faire. Voilà. Je pense que ça l'a profondément marquée, même encore aujourd'hui, c'est une enfant qui a très peur de l'abandon. Alors ça, c'est la question à laquelle j'allais venir. Donc, ta fille grandit. Bon, elle est grande maintenant. Oui, elle a eu 8 ans. C'est chouette, c'est un bel âge. Mais du coup, est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé avec elle, cette situation particulière? Bah, tout à fait. Moi, je lui dis qu'on l'a voulu dès qu'on l'a su. C'est-à-dire que quand j'ai su qu'elle était là dans mon ventre, je l'ai tout de suite voulu. Je me suis pas posé trop la question, une fois que je l'ai vue. Et je lui en parle, je lui dis qu'elle était cachée dans mon ventre et que j'ai mis du temps à savoir qu'elle était cachée parce que maman, elle voulait pas trop voir. Parce que je pense qu'il y avait de ça aussi. Finalement, avec le recul, il y avait des signes que je voulais pas voir, sans doute, pour ne pas avoir à prendre une décision. Et voilà, donc on en parle très librement et même elle le raconte. Je m'appelle Mila et tu sais, quand j'étais petite, tout bébé, j'étais cachée dans le ventre de maman. Et ça, on en parle très librement, justement, parce qu'on ne veut pas en faire un tabou. Parce que il y a un peu cette course parfois à être une bonne mère, il y a cette pression à savoir, à avoir des critères sur qu'est-ce qu'une bonne maman pour son enfant. Et je me suis rendu compte en fait que ça commençait dès la conception. Donc je veux pas du tout qu'elle grandisse avec ces idées-là, parce que finalement il y a tellement d'histoires de maternité, il y a tellement d'histoires de grossesse de parents qu'on ne peut pas donner des critères parce que finalement aucune histoire ne rentre dans les clous. C'est vrai que, en effet, comme tu le dis, il y a beaucoup d'histoires de maternité, de parentalité, de paternité. Et c'est vrai que souvent, déjà, c'est le regret maternel ou le fait que l'enfant n'était pas désiré au départ, ou les bébés surprises. Enfin voilà, ce sont des sujets déjà dont on peine à parler, hein, parce que bien souvent aussi il y a cette histoire de responsabilité de ah ben tu voulais pas d'enfant et pourtant tu l'as fait, c'est que t'as pas fait assez ceci, t'as pas fait assez cela. Et bien entendu, on s'adresse aux femmes, hein, dans la quasi-totalité des cas. Mais après, il y a aussi ce côté où, comme les difficultés maternelles sont aussi, et c'est très très bien qu'on lève le voile là-dessus, on met aussi beaucoup l'accent sur les récits qui se passent pas bien, où voilà, je n'aime toujours pas mon enfant, mais je fais avec. Et moi, je suis content qu'il y ait aussi un récit comme le tien, où en fait, c'était pas désiré, c'était même à l'opposé de tes idées de départ. Et puis finalement, ça peut aussi se produire que alors personne dit, je précise, personne dit que ça doit se produire et sinon vous n'êtes pas une Ah bonne oui, mère. bien Hein, sûr, je évidemment. précise tout de suite. Personne ne dit ça, mais ton histoire à toi, c'est que ça s'est produit et donc ça peut aussi arriver que ça se finisse avec beaucoup d'amour. Mais c'est vrai que, tu vois, je me dis vraiment que par rapport à l'enfant ou par rapport au récit qu'on fait habituellement de la parentalité du projet enfant, c'est vrai que raconter comme ça un truc de bah écoute, je voulais pas mon enfant, puis finalement je l'ai eu, puis finalement je suis heureuse. C'est vraiment, ça se situe dans un espace qui est vraiment dans une zone grise, tu vois. Parce que d'un côté, tu vas avoir les gens qui vont dire bah oui, mais bien sûr que t'es heureuse. Parce que forcément, t'es une femme, donc vu que t'as un enfant, ça réveille ton instinct maternel et ça réveille tout ton être. Désolé, j'arrive pas à le dire sérieusement. Pardon. Mais voilà, ça réveille tout un tas de choses et c'est la nature et c'est normal. Ce qui est faux. Et d'un autre côté, ton récit pose aussi problème aux gens qui peuvent dire voilà, un enfant qui n'est pas désiré, on a le droit et on doit revendiquer le fait que on peut ne pas l'aimer, ceci, cela, ce qui est vrai aussi, hein, c'est en passant. Mais t'es vraiment dans une zone grise, quoi. Et du coup, je me dis, comment ça se passe quand t'en parles, quoi? Et ben justement, souvent, et c'est pour ça que je t'avais laissé ce message, parce que je pense que c'est important aussi de témoigner. Parce que moi, quand tu vois, j'étais enceinte, je cherchais des témoignages où ça se passait bien. Tu vois, parce que j'étais vraiment décidée à ce que ça se passe bien. Et j'en ai pas trouvé. Je trouvais que des récits vraiment glauques avec des histoires tristes et malheureuses.
Et ça n'aide pas non plus parce que t'as l'impression que tu dois suivre tel ou tel schéma. Et du coup, tracer ton propre chemin, c'est très très compliqué. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir des modèles d'amour que sont mes parents, que sont aussi mes oncles et tantes et ma famille. Voilà, où l'amour est le mot d'ordre. Et en fait, ça m'a donné la force d'y croire à cette belle histoire. Du coup, ça m'a donné la force d'aller contre les chemins tout tracés pour tracer vraiment le mien parce que j'étais guidée par mon amour, quoi. Et celui que j'étais en train de créer en créant cette famille de manière qui n'était pas du tout classique. Et je voulais témoigner aussi pour ça parce que je me dis que la parole peut aider d'autres personnes qui se retrouvent dans ces situations parce que ça arrive tous les jours. Encourager et inspirer pour se dire que c'est possible. Et du coup, c'est tellement possible que vous recommencez, mais ce coup-ci sur des essais planifiés, quoi. C'est avec ton mari, celui qui devient ton mari, vous faites le choix de faire d'autres projets d'enfants, du coup, mais ce coup-ci qui sont des vrais projets. Oui, des vrais projets, on va dire ça comme ça, d'enfants avec ou avec de vrais essais ou qui sont planifiés dans votre vie, quoi, qui sont prévus dans votre vie. C'est ça? Ouais, c'est ça. Après Mila, une fois que je suis devenue mère, donc environ vers ces 2 ans, vraiment, je me suis sentie devenir mère à ce moment-là. Je ressens le fort besoin de me légitimer en tant que femme, en tant que mère, que de me trouver en fait une case. Il faut que je me case quelque part, il faut que je me définisse quelque part. Donc je me marie et dans la foulée, on part en lune de miel, on fait un deuxième enfant, on prend une maison, tout ça, tout ça. Je fais les choses, j'essaye de reprendre le chemin classique, tu vois. Mais c'est pas nous du tout. Et au final, on est très heureux de l'arrivée de nos enfants. Cette deuxième naissance marque un peu ce besoin pour moi de reprendre un parcours classique. Donc je trouve un boulot, un CDI, tout ça. Et finalement, cette deuxième enfant, elle a son rôle puisqu'elle m'aide à comprendre que c'est pas ça qui me convient. Ma petite, du coup, Louise, de par sa naissance déjà, qui n'est pas une naissance classique puisque la naissance a été compliquée, elle me dit voilà, respire et puis vis ta vie, quoi. Et elle me chamboule encore une fois là-dessus. Elle m'envoie ce message-là. Ils ont combien d'écart en tout, les enfants, entre eux? Alors, Louise et Mila, elles ont 4 ans d'écart. Et Louise et Com ont 3 ans. Parce que le dernier est un petit garçon. Et donc, Com arrive après. Et donc, Com arrive, et lui, c'est le bébé de mon chemin. C'est-à-dire que c'est bon, à ce moment-là, pour une fois, ce qui est assez étonnant, je n'arrive pas à tomber enceinte. Je quitte mon CDI. Le jour où je reçois ma lettre me libérant de cet emploi, je tombe enceinte. Voilà, bizarrement. Sûrement le hasard. Sûrement le hasard. Et c'est un nouveau message, pour me dire que maintenant, j'ai plus de cases à chercher, mais j'ai mon chemin à créer, quoi. Et la question que je voudrais juste revenir sur le propos que tu tenais. Quand tu dis je me suis senti devenir mère quand Mila avait 2 ans, est-ce que c'est en lien avec le fait que, du coup, avec un nourrisson, tu te sentais un peu en mode je change la couche, je donne à manger, je fais dormir, je promène? Tu vois un peu, est-ce que c'était comme ça? Il y avait pas trop, tu voyais pas d'interaction? Enfin, en tout cas, tu ressentais pas ça dans les interactions? En fait, ça me perturbe un peu parce que d'un côté, il y a beaucoup d'amour, ou sinon, je pense que je comprends pas bien cette idée de devenir mère à 2 ans. Ouais. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que il m'a manqué un bout de mon histoire, le fait d'avoir fait un déni de grossesse, du coup. Donc, de ne pas avoir su que j'étais enceinte de 0 à 5 mois. Et il s'est passé tellement de choses en très peu de temps que je suis un peu aussi en état de choc pendant 1 an. Et surtout, pendant la première année de vie de ma fille, mon corps a besoin de récupérer parce que je suis descendue à un poids où je tombe malade régulièrement et j'ai du mal à ne pas faire autre chose que de dormir toute la journée. Je suis descendue à 45 kilos et là, plus rien ne va. Et donc cette année-là, elle est vraiment une année pour moi où je dois vraiment récupérer. Et je suis dans ce rythme-là. Donc oui, je pense qu'il y a une partie, où je suis manger, dodo, couche, soins, etc. qui fait que. Et ensuite, il
il y a aussi cette partie-là de dire que n'avais pas pris conscience de toute la dimension éducative parce que je m'étais concentrée que sur le nourrisson. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu des interactions, où il y a eu des questionnements, où il y a eu des questions... Mila, ça a été très vite une petite fille très vive d'esprit, qui pose des questions très pertinentes, qui sait où appuyer. Et en fait, quand on a eu les premières interactions et qu'on a dû commencer à faire des activités ensemble pour la nourrir intellectuellement, c'est là que je me suis rendu compte de toute la dimension éducative du rôle de mère. Et c'est pour ça que je dis que je suis devenue mère à ce moment-là, parce que j'ai pris conscience de mon rôle auprès d'elle et de l'importance de mon rôle et que personne ne pourrait le remplacer, tu vois. Parce qu'avant, j'avais l'impression que la couche, le biberon et tout ça, quelqu'un d'autre pouvait le faire mieux que moi. Ok, il y avait vraiment ce que j'entends moi, c'est que tu avais vraiment cette vision qui était d'une part assez technique de la parentalité, c'est-à-dire les tâches à effectuer, en fait, sont des compétences techniques, en effet, qu'on peut acquérir toutes et tous, et pas de manière innée chez les femmes et autrement chez les hommes, hein, je le rappelle. Quasiment tout le monde peut s'occuper d'un enfant, en tout cas sur les points techniques, correctement. Et du coup, à 2 ans, tu te rends compte vraiment de l'accompagnement de l'enfant, de cette dimension-là, qui existe aussi. Est-ce que, j'aurais dit en introduction, mais est-ce que c'est ce qui fait aussi partie de votre choix d'instruction en famille ? Oui, parce que... après, c'est une histoire qui est encore différente, parce qu'à l'époque, on connaissait pas l'instruction en famille, mais ça a sans doute fait partie dans le sens où je me suis rendu compte de son attachement à moi. Je pensais pas qu'elle pouvait m'aimer. Parce que ça peut paraître incroyable, mais je pensais pas mériter autant d'amour, tu vois. Parce que c'est comme si je lui avais fait subir une arrivée dans la vie qu'elle-même n'avait pas désirée, quoi. On était plusieurs à ne pas avoir désiré ça. D'accord. Alors sur le cheminement sur l'instruction en famille, on y reviendra en effet plus en détail dans l'épisode bonus de cette semaine. Et vraiment, je veux m'arrêter sur ce que tu viens de dire. Le fait de penser que tu méritais pas cet amour, est-ce que c'est lié à une culpabilité, qu'elle soit venue sans être désirée ? Est-ce que c'est toi qui t'infligeais ça quand même ou quoi ? Bah, tout à fait, c'est-à-dire que j'avais une image de la mère telle qu'elle devait être et de ce que c'était qu'une bonne mère avec des critères, etc. Une bonne maman, elle sait ce type de choses. Une bonne maman, elle est préparée à ce genre de choses. Une bonne maman, elle est capable de subvenir financièrement. Parce qu'à l'époque, on était quand même dépendants de tous les deux de nos parents. Même si ils ont été vraiment d'un soutien total et qu'on n'a jamais manqué à ce sujet. Mais je culpabilisais de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins entièrement par moi-même. Et je me disais que du coup, j'étais pas forcément la mère de l'année. Et que du coup, inconsciemment, je me suis dit que je méritais pas. Mais ça, je me suis rendu compte à partir du moment où elle ne voulait que moi. Et il y avait que moi qui pouvais l'apaiser. Et il y avait que moi qui la connaissais aussi bien. Et c'est là, je me suis dit, c'est vraiment entre elle et moi. C'est entre nous trois. Et ça, personne ne pourra jamais nous l'ôter, quoi. Non, je trouve ça très très intéressant comme perception. Et c'est vrai que ce que je vois aussi, c'est à quel point, j'ai vraiment le sentiment que tu as posé un jugement sur toi qui a été extrêmement dur. Et c'est vrai que ça m'interpelle parce que tu as quand même eu l'opportunité d'avoir une famille qui te soutient depuis le début, un cercle amical qui, de ce que tu disais, globalement te soutenait aussi dans sa majorité, et d'une dureté envers toi-même incroyable. Ouais, très très dur. Je pense que ça fait partie, pas de l'éducation que j'ai reçue de la part de mes parents, mais de tout ce qu'il y avait autour. En tant que petite fille et des modèles avec lesquels je me suis construite, que ce soit dans les histoires, et aussi de ce que je pouvais voir dans les clubs de maman de la ville où j'habitais. Et je n'arrivais pas à m'identifier à ces mères et je n'arrivais à m'identifier à aucune mère, en fait. Et on a besoin de s'identifier à un groupe social. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu veux dire, c'est quoi ? C'était un petit peu des mères qui cochaient toutes les cases de la mère parfaite, en tout cas quand toi tu les voyais. Parce que c'est pareil, tu sais pas, en vrai. Exactement. Et en fait, quand on se rend compte de ça, des petites failles, on se sent mieux. Moi, je me suis pas réjouie des failles, non. Je me suis juste sentie mieux parce que je me suis dit, au final, on est toutes dans la même galère. Et en fait, tu vois, il y a un événement qui m'a particulièrement marqué à la naissance de Mila, et qui m'a hantée, je pense, pendant ces 2 premières années, c'est que j'avais, avec le peu de temps que j'avais entre la révision des examens et le retour en France et l'arrivée d'un bébé, à sa naissance,
on lui a donné une turbulette de la maternité. Et c'était pas moi qui avais prévu la turbulette. J'avais prévu le pyjama, mais je savais pas qu'un bébé, on lui mettait une turbulette. Et en fait, tu vois, rien que d'en parler encore aujourd'hui, je me suis dit, mais je suis même pas capable de penser à ça, mais quelle merde je fais, quoi. Et surtout, il y avait cette pression aussi et un peu cette compétition je trouve, moi maintenant, et peut-être que c'est que mon propre ressenti, cette compétition, tu sais, à acheter, il faut acheter le meilleur matériel pour son enfant, parce que sinon t'es pas un bon parent, il faut acheter des trucs neufs, Et en fait, tu te mets une pression de dingue autour de tout ça, quoi. Tu vois? Et ça participe aussi à la vision que t'as d'être mère ou pas. Il y avait cet aspect financier qui était très, très prenant aussi quand on était étudiant les 2 premières années. T'en as déjà parlé avec ton mari ? Ouais. Bah ouais, parce que finalement, ça te met dans un tel état que cette histoire de turbulette que tu en pleures encore. Mais la turbulette, pourquoi est-ce que lui, il n'y a pas pensé du coup ? Est-ce que lui, tu penses, qu'il se mettrait à pleurer en se disant j'ai pas acheté cette fichue turbulette, diantre ? Lui, la pression, en fait, tu vois, il l'a eu autrement. C'est-à-dire que c'était quand il a fallu nous loger. C'est-à-dire qu'on a eu l'appartement dans lequel on est arrivé, donc quelques jours après mon accouchement. Quand il a fait l'état des lieux d'entrée, l'appartement était dans un état très très sale. Et en fait, ça l'a fait péter un câble. Parce que il s'est dit mais j'amène ma femme et mon enfant dans cet appartement-là, tu vois. Donc au final, c'est vrai que bon, ça paraît très très cliché. Ah ben ça l'est. On est totalement dans de la construction. Non mais en fait, c'est pas, il y a zéro jugement si tu veux. C'est juste que c'est important. Je trouve ça très intéressant vraiment d'observer et d'oser parler de ce que nos constructions sociales peuvent nous imposer et notamment comme jugement vers nous-mêmes, si tu veux. Voilà. Et en fait, lui, vraiment, sa pression à lui. Et ça l'est encore un petit peu, tu vois, aujourd'hui, où il se met beaucoup de pression pour nous mettre à l'abri, subvenir à nos besoins, etc. Et à côté de ça, c'est vrai qu'en termes de charge mentale sur tout ce qui entretient la maison, moi, j'ai très, 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 très peu. Enfin, donc, mais c'est vrai que dans sa construction à lui, en tant qu'homme, être papa, c'était protéger sa famille, leur fournir un toit, leur donner à manger, etc. Et que moi, je sois là pour le feu et les vêtements et les enfants. Donc c'était ça. Puis maintenant, bon, ça a beaucoup changé. Hein. Je te parle de ça il y a 8 ans, hein. Mais on a beaucoup évolué et en fait on s'est senti libérés vraiment d'un poids parce ça nous a libérés de pouvoir être nous-mêmes et sans se poser ce genre de questions. En fait, on fait les choses pour nous et pas pour les autres, pas pour l'image. Bah justement, ça va être la dernière question que je voulais te poser. Imaginons que je sois alors je sais que je suis pas très ressemblant et je fais de mon mieux, mais imaginons que je sois la Mathilde qui vient d'accoucher il y a 8 ans de ça, qui, avec tout ce que tu nous as exprimé comme ressenti, qu'est-ce que tu auras envie de me dire ? Là, si tu me regardes, qu'est-ce que tu auras envie de me dire si vraiment j'étais face à toi, en tant que Mathilde ? Eh ben, je te dirais la petite phrase que je chuchote à mes filles et à mon fils tous les soirs. Bon, comme tu es Mathilde, je vais le mettre au féminin. Je vais dire, tu es forte, tu es intelligente, je t'aime. Voilà. Est-ce que tu penses qu'elle y croirait à ce moment-là ? Peut-être pas tout de suite, mais ce serait une petite graine de semer qui germerait très vite. Je vois vraiment le résultat chez mes enfants. Donc j'y crois pour moi. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup pour ton histoire. Merci Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.